Et là, je vois un monsieur qui marche avec une perche. Il avait plus de cheveux. Je le dis, là, Cécile, il y a un gros truc qui t'attend. On va tester un protocole expérimental qui vient des États-Unis. On va tout faire pour te sauver. Je vais mourir si je fais rien. C'est tellement injuste. Pourquoi moi? Bon, elle est d'accord. Bonjour Cécile. Bonjour Mélissa. Aujourd'hui, tu vas nous parler un peu plus de toi. Oui, j'ai pas mal de choses à dire. Donc peut-être que le plus simple, c'est de commencer par un moment clé de ma vie. J'étais à l'école primaire. J'étais une petite fille très vive, qui aimait énormément parler, s'exprimer, prendre la parole. Je levais le doigt tout le temps pour être interrogée, pour faire plaisir aussi à la maîtresse, que j'avais compris ce qu'elle m'avait dit. Et un jour, donc, elle convoque mes parents pour leur dire que je laisse plus la parole aux autres, que je sois capable de les laisser eux-mêmes aussi lever le doigt, s'exprimer, donner à la grosse qu'ils avaient. Donc à partir de là, en fait, j'ai tout de suite pris du recul. J'ai laissé la place aux autres. Voilà, je pense que ça part de là, l'écoute active, écouter l'autre, plus que parler à sa place. Il y a aussi, quand j'étais adolescente, au collège, je me souviens d'un moment clé aussi que je trouvais tellement injuste. Je me souviens que j'allais dans le cours au collège et à chaque fois que je passais, il y avait 2 filles qui se moquaient de moi par rapport en fait à ma minceur. Tout le temps. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle plus ouvertement du harcèlement et tant mieux. Mais à l'époque, c'était quand même moins d'actualité. Et à chaque fois que je passais, j'avais droit à des réflexions, je n'ose même pas dire, sur le fait que j'avais des jambes fines, toutes maigres, j'étais impuissante. Donc mon arme, c'était l'ignorance, c'était difficile. Parce qu'en plus, moi, je vivais pas même ma sœur. Mais donc, quand j'ai compris que je pouvais accompagner les gens, ça a été très tôt. C'était justement au collège, à cette période-là, à laquelle je faisais référence là, avec ces 2 filles, alors 12-13 ans. J'avais une fille dans ma classe qui n'était pas spécialement une amie, justement, mais c'est ce qui m'avait surprise, et qui était venue un jour me voir en me disant Cécile, avec toi, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on te dit quelque chose, on sait que tu écoutes, et qu'avec toi, ça reste secret. Et le retour qu'elle m'a fait, c'était poignant, parce que en fait, elle mettait le doigt sur quelque chose que j'avais pas conscientisé, qui me faisait plaisir. Et donc après, c'est vrai que ça a toujours été, j'ai toujours eu plein de copines qui sont venues me dire attends, on peut te confier plein de choses, tu dis rien, et puis tu écoutes attentivement, et puis tu ne juges pas, c'est toujours de bons conseils, ça a toujours été. Alors c'est vrai que du coup, la confidentialité, le secret, la discrétion, c'est quelque chose du coup qui m'a toujours accompagnée. Après mes études, donc j'ai travaillé directement dans un établissement bancaire où j'étais conseillère en gestion de patrimoine. Et par essence, c'est un métier qui nécessite de la discrétion, secret professionnel. Donc ça a toujours été un fil conducteur qui a continué après, quand j'ai pris le temps d'être sophrologue et préparatrice mentale avec mes patients. Des fois, il suffit d'un mot, une phrase, une personne, et c'est super émouvant. À 17 ans, donc, on m'annonce que j'ai une grave maladie, que j'ai un cancer. Au départ, moi, je sais pas ce que j'ai. Au départ, j'ai des grosses douleurs au niveau de l'oreille. Ça fait des années que je suis très fatiguée, que je fais des examens médicaux. Au collège, je fais des tours de stade et que je vois plus rien j'ai plus rien devant les yeux. Enfin, c'est très compliqué pendant des années, mais on détecte rien au niveau médical. Et puis à 17 ans, en fait, j'ai des très grosses douleurs au niveau des oreilles. Je ne m'entends plus, au niveau de l'oreille gauche, surtout, je ne m'entends plus. On finit par me faire passer une IRM, 31 décembre. J'étais la dernière patiente d'un IRM à ce moment-là. La personne qui me fait passer la radio me reçoit avec mes parents. Et là, en fait, elle s'affole en leur demandant si je ne prends que du Doliprane parce qu'elle leur dit mais elle doit souffrir terriblement. Mais il leur dit pas encore ce que j'ai. Et il dit il faut que vous preniez rendez-vous rapidement pour faire une biopsie. Donc là, je pars faire une biopsie quelques jours après. Et donc là, je me réveille et mes parents me disent dans une semaine, on a rendez-vous dans un endroit spécialisé pour ce que t'as. Moi, j'en sais pas plus. Moi, je fais ma vie et tout. Naïvement, tranquillement, en tout cas. Je me rappelle très très bien de ce jour-là. On part de chez moi. Puis quand on arrive, il y a un grand parking. On rentre dans un hall. On fait faire des papiers. Puis on vient s'asseoir. On attend d'être reçu par le médecin. Et là, je vois un monsieur qui marche avec une perche. Et il avait plus de cheveux. Et là, du haut de mes 16 ans et 11 mois et demi, je me dis, là, Cécile, il y a un gros truc qui t'attend. Je mets pas de mots à l'époque, il fallait les réseaux sociaux, on sait ce que c'est le cancer, on sait, mais surtout à 16 ans et demi, tu n'imagines pas tout ça, donc je sens, j'ai compris, mais je me lave pas et tout va très vite. Quelques minutes après, je rentre dans la salle avec le médecin et sa secrétaire qui me reçoit, et mes parents. Et puis là il m'annonce donc
Alors, j'ai pas les mots précis. Ce que je me rappelle, par contre, c'est qu'en fait, il n'y a plus rien. Mais à un moment, il y a tout qui s'arrête. Et là, je me dis, où tu seras à 30 ans, où tu vas être à 30 ans. C'est vraiment ce truc-là qui vient, où tu seras à 30 ans. Et puis, je le regarde et je lui dis, est-ce que je vais perdre mes cheveux? Ouais, ça. Et donc, de là, l'aventure, elle s'enchaîne parce qu'en fait, une grosse urgence. Parce que ça faisait tellement longtemps, en fait, que j'avais la tumeur. Je n'avais pas décelé la tumeur de la prise de sang, malgré le fait que depuis les 3-4 ans, j'ai dit que j'étais pas bien et que je sois fatiguée. Et pendant tout ce temps, la tumeur, elle a grossi. Et là, elle était à un tel stade que déjà, elle était dans un endroit où elle n'était pas opérable. Et on était à un tel stade où c'était vraiment urgent d'agir. Là, ils me disent, bon, mais Cécile, on va tester un protocole expérimental qui vient des États-Unis. On va tout faire pour te sauver. Et au-delà de ça, si en moi tu survis, on fera tout pour que tu aies le moins de séquelles possible. Donc là, tout s'enchaîne vite. Une semaine après, je commence ma première chimio. Et ainsi de suite pendant des mois, chimio, radiothérapie. Voilà. Donc là, j'étais en première. Je me souviens, je tenais à tout prix à continuer à avoir une vie normale, à faire comme tout le monde, et surtout avoir une vie que rien ne change pour moi. Je voulais que tout soit toujours pareil, que tout soit comme avant. Donc je dis à mes parents que je vais aller voir les profs, la prof principale, pour m'expliquer par le respect ce qui va se passer. Et donc elle me demande, j'étais avec ma parole, elle me rappelle très bien, elle me demande, c'est hyper important ce que je vais dire parce que c'est un moment qui a quand même beaucoup marqué en l'histoire, parce qu'il va s'en suivre, c'est qu'en fait elle me dit, est-ce que tu veux qu'on l'annonce aux autres? Donc j'étais en première, le bac français à la fin, et là je lui dis non, je ne veux pas parce que moi ce que je veux, c'est continuer à pouvoir faire comme s'il ne m'arrivait rien pour tenir face à la maladie, pour me battre, pour continuer à venir pour tant que je peux, avoir un environnement habituel. Ok, elle me dit. Puis je pars donc faire mon premier traitement, et quand je reviens, donc une semaine après le traitement, j'arrive au lycée, et là, tout le monde qui me regarde. Donc déjà, je comprends qu'il se passe quelque chose, et j'arrive en classe, là la prof vient me voir, et avec le prof principal et une autre prof, donc pas tous, mais comme quoi il y en a eu 2, qui en termes de bienveillance m'a estimé que pour mon bien-être, pour que les gens soient bien avec moi, il fallait l'annoncer. Donc je reviens d'une semaine de chimio à commencer à faire mes cheveux, j'arrive avec une perruque, j'arrive en vomissant tout ce que je peux et en me retenant de vomir, en comptant les heures pour arriver chez moi et vomir tout ce que je retiens. Tout ça parce que je vais avoir une vie normale, et en fait j'arrive dans un environnement hostile, c'est-à-dire en tout cas pas normal, et parce qu'elle a estimé qu'elle allait faire bien pour moi, elle outrepasse ce que moi je lui ai dit avec mes parents, et me met en péril en fait, à tel point que à la clinique où j'étais suivie, ils veulent que je porte plainte parce qu'en fait elle est atteinte à la vie privée, atteinte du coup à ma capacité à affronter la maladie, parce que justement il m'ébranle émotionnellement, parce que là je me retrouve aussi donc avec du coup une fille qui était copine avec moi qui ne me croit pas, donc parce qu'elle-même a une mère qui a un cancer, donc du coup qu'est-ce qu'elle fait? Premier réflexe, quand on va à la récré, elle amène sa mère, elle veut m'enlever la perruque, elle croit que c'est une blague. C'est hyper violent. Ben ouais, c'est violent. Et ça en fait t'as pas dit du moment que les gens t'écoutent. J'étais pas contagieuse, je veux dire. Et puis je lui avais dit mais quelqu'un qui a un diabète ou qui fait de l'asthme, il va pas aller le dire, il va pas ramener ça sur toute la place publique. Donc moi je vous le dis par respect, parce que je vais me sentir, parce que voilà. Et voilà, donc quand on arrive à ça, après il y a d'autres profs encore une fois c'est pas la question des profs là, c'est vraiment une question de personnes, parce que je crois qu'au collège, au lycée, en première t'as juste tout du prof, mais voilà. Donc je me retrouve là, ça, et puis le comportement des gens, même du coup là t'arrives, donc tu veux vraiment tout faire pour que ça aille, puis ta meilleure pote du moment, la première fois, t'es à côté d'elle, elle se met comme ça pour plus te regarder, et puis le lendemain quand tu reviens, en fait, parce que t'as toujours les mêmes bureaux, tu te retrouves seule parce qu'elle a changé de place, elle est allée se mettre avec côté d'une autre collègue. Donc là, à 17 ans, tu dis waouh, tu savais déjà que le monde est cruel. En tout cas, certaines personnes, pas forcément le monde, mais. Et là, t'es plongé dans un environnement où t'as demandé à pas l'être. T'es malade, t'as pas demandé d'être malade.
t'as un environnement où les gens sont informés, alors t'as pas besoin d'être informé. Et en fait, du coup, t'es confronté à la maladie, à la peur de la mort, en fait. Hein. Et toi, en fait, t'as un dommage collatéral avec tout ce que t'as à subir. Et en plus, tu culpabilises parce que tu te dis, t'as la mère de ta pote qui te calcule plus, qui va quand même voir la mère, quand t'es à côté d'elle, à 9 ans de lycée, et qui lui dit, oh là là, ma fille, depuis qu'elle s'est pour la vôtre, elle ne dort plus, ça la perturbe. Donc toi, tu sais que ta mère, elle se lève le soir, elle gère tes vomissements, elle lave ta perruque pour que tu puisses retourner au lycée, et avoir une vie normale et continuer à faire tes cours pour pas m'exposer à la fin. Et t'as tout ça, donc tu dis, ouais, franchement, c'est pas juste. Et puis, forcément, t'as une approche à l'humain qui est encore autre. Mais du coup, je passe des mois hyper compliqués, évidemment. Je ne peux pas rester longtemps après en cours parce que je ne gère plus physiquement, mon corps me lâche. Pendant les traitements, un jour sur la route, on a un accident avec mon père, un accident qui fait que je dois porter une minerve, sauf qu'à ce moment-là, je ne peux pas porter une minerve parce que j'ai perdu tellement de poids, je fais moins de 40 kilos. Et en plus de ça, comme je suis irradiée au niveau du four, je suis complètement cramée. Bon, il est à je sais pas combien de degrés, impossible d'être une minerve. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Irradié, quand tu dis irradié, c'est la chimio? En fait, c'est les rayons que j'ai eus pendant des mois, plus après les séquences pendant plus de 30 jours, tous les jours, qui ont fait que j'ai été brûlée à très haut degré. Donc, j'avais des cloques de partout. Je ne pouvais plus manger, je ne pouvais que m'alimenter par du liquide, par du froid, parce que ça avait brûlé à l'intérieur, ma trachée artère, tout quoi. Et ce qui fait d'ailleurs que depuis toujours, je me protège énormément du soleil, parce que à 17 ans, j'ai cramé, j'ai brûlé tout mon capital soleil. Donc l'exposition au soleil me met en danger pour un cancer de la peau du cou, parce que j'ai eu un maximum de rayons qu'on peut supporter dans une nuit. Donc, en ayant du coup cet handicap de brûlure, je ne pouvais pas porter de minerve, donc ce qui fait que forcément, ça a laissé des séquelles aussi au niveau des cervicales, par rapport aux choses. Donc, on a fait une fenêtre thérapeutique juste quelques jours le temps que je puisse récupérer. Forcément, là, on m'a augmenté la dose de morphine pour que je puisse tolérer la douleur qui était depuis des mois pour la chimio, depuis des mois pour la radiothérapie. Et plus tout ce qui avait été fait au lycée, plus ce que j'ai vécu là avec l'accident. Voilà. Donc le temps a passé et puis je me retrouve début juin, donc on termine les traitements. Et là il faut attendre après parce que les traitements, il faut le savoir, ils continuent à durer, ça va faire effet une fois qu'on a terminé. Pendant des mois et des mois, ils continuent en fait à réduire la tumeur, à réduire... parce que moi, en fait, j'avais une tumeur qui s'était localisée derrière le nez, donc qui n'était pas opérable, et qui avait infecté avec le temps tous les ganglions au niveau du sou, notamment, la clavicule, tout ça. Et donc, tous ces ganglions qui commençaient à se résorber, et c'est donc ce qui expliquait pourquoi, au départ, j'avais des grosses douleurs, et surtout, je commençais à ne plus entendre parce que les ganglions avaient tellement grossi qu'en fait, ils venaient appuyer sur tout le système auditif. Et c'est ce qui m'empêchait de dormir par la douleur et m'empêchait d'entendre. Voilà, donc après, comme je disais, et pendant des mois, ça continue à agir. Et il faut attendre que tout ça fasse effet pour savoir, dans un premier temps, si on peut poser un diagnostic de ce qu'on a fait, ça a porté ses fruits. Puis une fois qu'on a fait ce diagnostic, presque 6 mois plus tard, là on te dit, bon, maintenant il faut attendre 5 ans pour savoir si tu es sorti d'affaire ou pas. Donc là, tu passes ton bac français, l'oral, l'écrit. Après, tu enchaînes avec la terminale, avec le bac. Et puis, tu continues. Après, tu fais la même année, tu fais le BAFA, tu fais le permis. Et puis après, tu pars en fac. Et puis, les années passent. Et puis, tu vois que ça commence à se réduire avec toujours cette épée de Damoclès. Et tu te dis, je vais y arriver, j'ai vaincu tout ça, je vais y arriver. Puis, après les 5 ans, tu te dis, ouais, j'ai passé 5 ans. Et puis là, t'es en mode survivor, en fait. Hein. Tu te dis, j'ai vaincu la mort. Donc, il n'y a plus rien qui peut m'arriver. Et là, tu l'as mis à fond, tout à fond, sans faire n'importe quoi. Mais en fait, tu sais que tout est précieux. Chaque seconde, t'es là et faut pas la perdre. C'est ça le truc. Chaque seconde est là, il faut pas la perdre. C'est vivre. Ouais. Voilà.
Donc du coup, après, j'ai vécu des années sans pleurer, en fait. Je me suis rendu compte après, quand j'ai passé un autre cap dans mon développement personnel, que j'avais pas pleuré pendant des années. Parce que j'avais cette force en moi qui me menait tellement vers l'avant et que j'avais tellement pleuré avant. Et de fatigue et de douleur et d'injustice. Parce qu'en fait, ce qui ressort de tout ça, c'est l'injustice. C'est vrai que ce moment-là où il me dit avec ses mots, et je comprends du coup que je vais mourir si je fais rien, en fait. Et je me dis, je vais être où à 30 ans? Je vais avoir une vie de famille à 30 ans. Est-ce que je vais faire mes cheveux? Et ce sentiment-là, vraiment, je l'envoie sur ma chaise, quoi. Je veux dire, mais c'est tellement injuste. Pourquoi moi? C'est vrai. Là où c'est le moment où tu t'apprêtes à avoir le permis, à aller en boîte, à aller avec tout le monde, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut m'arrêter ça. Et c'est pendant des années, je pleure plus. J'ai plus besoin. J'ai plus envie, je sais pas. Et puis à 30 ans, je me dis, moi, ça va être le moment de penser à un petit enfant, à créer mon monstre de famille que je voulais. Bon, sauf que tout n'était pas forcément, tu choisis pas tout ce que tu veux à ce moment-là. Et puis vers 31 ans, en fait, je commençais à avoir des grosses douleurs au niveau du ventre. Je vais voir ma gynéco, je me dis non, mais ça va, et tout. Puis moi, j'ai encore plus mal au ventre. Et là, je finis par avoir une ordonnance, et là, je passe une écho. Là, celle qui passe l'écho, elle me regarde comme si j'étais une fille qui s'occupe jamais d'elle. Et elle me dit, non mais madame, là, il faut prendre rendez-vous avec votre gynéco tout de suite. Vous avez un fibrome utérin. Alors moi, je sais pas ce que c'est un fibrome utérin. Donc, je prends rendez-vous avec une autre gynéco dans Renault, qui va me suivre tout le long. Et elle m'explique que j'ai un fibrome utérin qui a beaucoup grossi, qui fait 7 cm et demi. Et que là, en fait, il est en train de repousser tous mes organes. En fait, il les écrase, la vessie, l'utérus, tout est écrasé, en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as un enfant et que l'enfant il grossit, la nature, elle est faite que l'anatomie, elle permet à chaque organe de se déplacer, de trouver sa place. Et là, en l'occurrence, quand tu as un fibrome, lui, en fait, c'est comme si tu avais un gros caillou dans le ventre. Et lui, en fait, je prends la place qu'il a à prendre et il écrase tout le reste. Donc, du coup, en fait, nuit et jour, j'avais mal. Et en plus, il me grossissait. Donc, ça faisait presque un an. Et là, elle me dit, bon, on attend encore un peu, on voit. Parce que si j'opère, je sais pas si on va garder l'utérus. Je me dis, on attend, ok. Sauf que là, plus ça va, et là, c'était horrible. La douleur, mais je me serais tapé la tête contre les murs de douleur. Donc, je retourne avoir 6-8 mois plus tard. Et là, en fait, le fibrome, il faisait 13 cm et demi. Donc là, elle me dit, on opère tout de suite. Donc, 3 semaines après, je me fais opérer. En sachant que ce délai de 3 semaines, c'est le délai les plus longs de ma vie. Au-delà de celui où j'ai attendu 5 ans, au-delà de celui où j'attends les traitements, au-delà des attentes que tu as quand on va te faire les perfs et tout. Il y a beaucoup d'attentes dans la vie. Mais celle-là, je me rappelle, elle me dit, je me rappelle aussi encore plus parce que, en fait, elle me dit, mais tant que vous ne serez pas réveillé, je ne peux pas vous garantir que vous garderez votre utérus. Donc j'attends 3 semaines. Elle ne sait pas parce qu'il est placé derrière l'utérus si elle va arriver à le récupérer sans devoir enlever l'utérus. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'ai pas le choix. Faut y aller parce que de toute façon, je dors plus de douleur. Je peux plus m'asseoir, je peux plus m'enfer. Une pneumonie assise, c'était horrible. Donc j'y vais. Et là, quand je me réveille, elle me dit que j'ai toujours mon utérus, que ça a été galère, mais que c'est ok. Et donc, au départ, donc, elle m'avait dit qu'il faisait 11 cm. Et c'est là qu'elle m'annonce qu'en fait, il faisait 13 cm et demi, tellement il était caché. Donc la libération, évidemment. 1 an de cicatrisation, quoi qu'il arrive. Et ensuite, essayer d'être maman en sachant que quand j'avais eu mon cancer et que j'ai été traitée par la chimiothérapie, ils avaient tout fait pour que, pareil, je ne sois pas affectée, que ce ne soit pas une séquelle du traitement et que je puisse un jour avoir des enfants. Donc voilà, 2e épreuve. Et finalement, quelques années plus tard, je deviendrai maman. Chaque étape, je l'ai vécue comme un moment de vie à passer parce que j'avais pas le choix. Une fois que c'était fait, c'était passé. Aujourd'hui, j'y reviens parce que je pense que c'est nécessaire pour peut-être pour moi, comme bien.
mais parce que quand j'ai fait mon premier post sur les réseaux, j'ai des amis à moi certains qui ne savaient pas, parce qu'en fait je l'ai pas forcément ébruité, mais en tout cas mes amis d'enfance qui étaient informés et qui m'ont dit Cécile, t'as bien fait, parce que ça va aider d'autres personnes qui ont vécu un cancer comme toi, et ça va leur permettre peut-être de prendre la parole ou de dire, bon, en tout cas ça peut les aider. Donc je comprends, j'ai compris ce qu'ils ont voulu me dire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je prends le temps d'expliquer tout ça, en sachant que c'est pour ça aussi que j'ai fait ce travail au départ, que je voulais être sophrologue, préparatrice mentale. Au départ, je voulais vraiment aider, accompagner les personnes qui étaient victimes d'ALD, parce que moi, c'est quand tu subis, en fait, t'es victime, t'as pas choisi, c'est ta justice. Et en fait, de là, quand je me suis installée en tant que sophrologue et préparatrice mentale, j'ai eu beaucoup de personnes qui avaient de grosses souffrances autres que cette maladie-là spécifique. Et c'est ce qui m'a amené après à développer mon accompagnement, et aujourd'hui à me recentrer plus spécifiquement sur l'accompagnement des femmes en crise existentielle. Et par crise existentielle, il y a la maladie, il y a ce moment de vie où en fait tu es toi et tu as besoin de revenir à toi. Tu sens que tu peux parce que tu as passé un cap, mais tu sais pas comment. Et voilà, j'ai parlé de la maladie, mais évidemment, comme beaucoup, j'ai traversé des ruptures sentimentales, des grosses ruptures amicales aussi. L'amitié, c'est tellement important. Et puis les séparations, la rupture, le lien avec les parents aussi, ça fait partie de la vie. Toutes ces ruptures, et puis sans parler des ruptures, il y a des crises existentielles qui n'amènent pas forcément à une rupture. Et ça, c'est important aussi de le préciser, parce qu'on croit que crise existentielle, ça y est, waouh, c'est un grand bouleversement dans une vie, et qu'on va devoir tout envoyer péter. En fait, c'est pas ça, c'est prendre le temps de se dire, dans mon existence, là aujourd'hui, je suis à la croisée des chemins. Donc, qui je suis, qu'est-ce que j'ai été, et qu'est-ce que je veux devenir, pour pas passer à côté de ma vie. Je dois me poser pour pas regretter, de ne pas avoir eu le temps de me dire, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux pour toi. On n'a pas besoin de tout changer pour être soi, pour devenir celle qu'on est, mais on a le droit et le devoir pour soi, à un moment donné, quand on sent qu'il y a quelque chose qui va plus, de se dire, qu'est-ce que je mets en place pour aller mieux et vivre la vie dont j'ai besoin, qui peut continuer ta vie que j'ai aujourd'hui, mais juste en étant plus en phase avec celle que je suis, complètement changer ma vie, parce qu'aujourd'hui, je suis dans l'évolution de celle que j'ai toujours été. J'ai pas changé, j'ai évolué, c'est pas pareil. Voilà, donc ce qui est dur aussi dans cette période qu'on traverse quand on est... moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Quand tu es malade et que tu es enfant, tu culpabilises énormément de faire subir ça à tes parents, en fait. Tu te dis que du coup, eux, ils sont centrés sur toi, ils sont focus sur chaque moment où t'es pas bien. Et du coup, tu dépends tellement d'eux que moi, je me souviens clairement, en fait, il y a des moments où je voulais pas leur dire que je souffrais, je voulais pas leur dire que j'étais fatiguée, alors qu'en fait, avec le recul, j'étais tellement innocente et naïve de ma femme de penser ça, parce que j'étais dans un tel état, je pouvais à peine marcher, j'étais tellement épuisée, j'avais tellement maigri, et puis je souffrais tellement, je sais que la nuit, je poussais des crimes de souffrance, de douleur. Mais c'est à ce moment-là où tu deviens le parent de ton parent, parce que tu veux le protéger. Et ça aussi, c'est dur, parce que tu as envie de hurler au monde entier que tu souffres et que tu n'en peux plus. Mais en soi, tu veux pas t'autoriser parce que c'est tes parents et que tu vois qu'ils sont déjà tellement malheureux de voir que leur enfant risque de mourir, quoi. Et ce qui traverse, franchement, cette culpabilité, elle est dure à expliquer, mais elle est intrinsèquement ressentie. C'est quelque chose de terrible parce que tu peux rien y faire. Et ça vient renforcer, en fait, ce sentiment d'injustice. Donc, très tôt, tu gères tes émotions, tu gères pour ménager l'autre. C'est vrai que ça fait partie de mon histoire, en fait, aussi. La gestion des émotions, ça a commencé par là, la gestion de la douleur. Après, tout ce qu'on fait en sophro, tout ce que... Après, j'ai continué perpétuer avec la prépa mentale, que j'ai complété. C'est vraiment, en fait, tout ce que moi, j'ai vécu et que après j'ai implémenté avec ces formations pour en faire ce que je suis aujourd'hui et pour accompagner les personnes que je suis depuis presque 10 ans maintenant. C'est vraiment être en capacité
d'approcher la douleur et la gestion des émotions. Donc là, il faut les mettre de côté et pour être en capacité de les supporter et d'avancer pour faire ce qu'il y a à faire, le devoir du moment, le devoir d'affronter la maladie ou la douleur d'une rupture amoureuse ou une compétition qui tient à cœur parce que en fait c'est le leitmotiv de ta life, tu t'es fixé que c'est le but de ta vie de te réaliser dans ton sport. Ouais, en fait, que chaque moment qui soit incontournable pour chacun parce que ça devient vital, et avec tous ces outils, ils puissent, chacun puisse aller là où il veut aller en fait. Voilà. Donc c'est pour ça, du coup, j'ai créé depuis ma méthode parce que en fait, avec l'accompagnement du mindset, avec la prépa mentale et ce outil de la sophro pour gérer les émotions, ça permet vraiment d'être un tout et de gérer à la fois son mental, ses émotions et son corps. Trois composantes qu'il faut se connaître en tant que personne, inclus que si l'un va pas, l'autre ne va pas, et ainsi de suite. Et toute une vie, en fait, on tend à équilibrer tout ça, toute une vie, parce que toute une vie, il y a des événements qui arrivent, soit quand on décide parce qu'on agit, on fait des choix, et il y a quand même des conséquences, on le sait, choisir, c'est relancer, que donc des fois, on renonce à quelque chose, ça doit aussi se gérer, et puis parce que on subit des événements qu'on n'a pas choisis. Donc dans tous les cas, la gestion des émotions, la capacité à gérer son mental, tout ça c'est humain. Et on a besoin d'outils, mais aussi forts que l'on soit. Moi, je pense, les médecins m'ont dit, et puis je l'ai compris avec le temps, bien sûr j'ai eu cette force mentale, c'est le caractère à la base, mais c'est comme tout, après, avec des outils, tu peux aller moins pour plus loin, et plus tu te connais, plus tu es efficace dans ton bien-être en fait. Tu peux être en capacité d'apporter le meilleur dans ce qui t'est imposé, dans ce que tu suis. Voilà. Quand j'ai été malade, quand l'annonce a été faite, en fait, c'était très curieux parce que j'ai eu affaire à plusieurs types de comportements. J'ai eu cette copine là qui m'a clairement tourné le dos, on va appeler un chat à chat quoi. Elle m'a tourné le dos, c'était radical parce qu'elle avait peur, en fait, tout simplement. Et puis après, il y avait des copines qui me parlaient pas trop. Et puis qui là, d'un coup, venaient me parler. Puis comment tu vas? Et parce que, je sais pas, parce qu'elles avaient, elles, besoin d'être présentes alors qu'on n'était pas forcément copines, voire même qu'elles me démontaient et qu'on n'était pas du tout en phase d'avant. Là, en fait, elles étaient en intention bienveillante. Oh, t'as acheté un nouveau pantalon? Bah oui, j'ai acheté un pantalon parce que, forcément, vu comme j'ai maigri, il va falloir que je m'achète un nouveau jean. Et donc là, pareil, t'as acheté un nouveau pantalon et tout. Voilà, c'était vraiment des trucs comme ça. Bon, sauf que moi, avec mon caractère, avant ça allait pas. Donc aujourd'hui, je suis toujours la même. Donc ça va toujours pas quand même. C'est pas parce que je suis malade que je suis une autre. Et en fait, c'est cette ligne de conduite qui est la mienne, qui a toujours été et qui restera. C'est-à-dire que t'es malade, mais t'es toujours la même personne. Juste, en fait, t'explores une autre partie, une autre facette de qui tu es. Au même titre que quand tu deviens maman, tu changes pas, t'es toujours toi. Juste t'explores une autre facette de ta personnalité que tu ne connaissais pas avant. Et c'est juste ça. Donc moi, quelqu'un qui me parlait pas avant et qui vient me parler parce que je suis malade, je vais pas être méchante. Mais par contre, je reste en fait. Les malheurs, c'est les malheurs. Si tu m'aimais pas avant, tu vois pourquoi tu vas m'aimer? Parce que je suis malade. Parce que je suis toujours la même. Il y a ça aussi, le coup des valeurs que je prône dans les postes, mais parce que j'y crois, parce que en général, quand t'es une ligne conductrice, tu la tiens. Et voilà, on s'aime pas, c'est pas la maladie qui change. Donc en fait, pendant cette période-là, par la force des choses, j'ai été complètement en immersion publique, c'est-à-dire que tout le monde était au courant. Quand même, imaginez un lycée de je sais pas combien, de centaines de personnes qui du coup savaient que j'étais malade. Parce que à cet âge-là, t'en avais pas beaucoup. Un peu plus tard, les années passant, dès que je suis sortie du lycée en fait, que je suis partie à la fac, j'ai absolument tenu à terre le fait que j'avais été malade. C'est-à-dire que l'étiquette de malade qu'on m'avait collée pendant 2 ans, en fait, je m'en voulais plus, au même titre que je n'en voulais pas au départ d'ailleurs, pour avoir une vie normale. Donc, je demandais juste un truc, c'était pas de me cacher, c'était juste de pas en parler. Un mensonge par mission, j'avoue, mais en même temps, qui raconte toute sa santé depuis qu'il est né? Personne. Donc, toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont connue comme j'étais, telle que j'étais. Et pour moi, c'était génial, parce que là, j'ai pu commencer à avoir une vie normale, en fait. Cette vie normale à laquelle j'aspirais et à laquelle tu aspires quand tu rentres dans la vie active et quand tu sors de l'adolescence, cette période que j'ai pas eue avec la transition. Voilà. Donc j'aspirais vraiment à avoir une vie comme tout le monde et comme j'aurais dû l'avoir justement. En fait, c'est important de dire que je n'ai pas caché
parce que j'ai jamais eu honte d'avoir été malade. Je tiens à préciser parce qu'il n'y a aucune honte, et jamais eu honte d'être malade, ni d'avoir été malade. Ce que je voulais, c'était être comme j'aurais dû être, c'est-à-dire ne pas être malade. C'est ça que je voulais. Mais le regard des autres, c'était pas quelque chose qui me faisait avoir honte de ce que je subissais. Pour autant, justement, sur le regard des autres, je n'avais pas envie de le subir à nouveau sur l'étiquette de « Ah, c'est elle qui a été malade, tu sais, celle qui a eu un cancer. » Moi, ça, je voulais pas. Je voulais vivre ma vie, qu'on m'étiquette pour ce que vous voulez, là, tort ou à raison, quand même pas, mais que ce soit pas pour quelque chose que j'avais subi, que j'avais pas choisi. Donc c'est pour ça que pendant longtemps, je l'ai pas dit, très longtemps même, parce que je trouvais que c'était normal de pas le dire. Je le dis aussi parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont été surprises du coup de la femme, alors qu'elles me connaissent depuis des dizaines d'années, et elles m'ont dit, c'est curieux que tu parles de ça maintenant, ou ah, t'as changé, c'est bizarre qu'aujourd'hui tu veuilles le dire alors qu'avant tu le disais pas. Oui, c'est vrai, mais comme je le disais, alors aujourd'hui j'ai conscience que peut-être, en toute humilité, mais par rapport à ce qu'on m'a dit et aux patients que j'ai pu recevoir, en fait, ça craigne, et c'est important de savoir qu'il y a d'autres personnes qui ont traversé certaines choses, qu'elles soient faciles ou pas faciles, quand ça soit sorti ou pas. En fait, c'est important de savoir qu'on n'est pas seul. Et cette solitude, je pense que moi, je l'ai vécue du coup parce que avec la peur des ados de 17 ans à l'époque, je me suis retrouvée seule. Je peux les compter sur les doigts d'une main, mes potes. C'était 4 à 17 ans. L'isolement, le rejet, cette solitude imposée, je l'ai connue. C'est pour ça aujourd'hui, en fait, que je prends la parole pour oser me parler de moi, qui suis un cas parmi tant d'autres en vrai. Parce que les gens qui ont des cancers, il y en a plein. Des enfants qui sont malades, il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, en fait, je suis juste moi, et je viens raconter mon histoire. Mais de par le travail que je fais, l'accompagnement, ma méthode que j'ai créée, ma méthode unique de sophrologue et de préparation mentale pour accompagner les personnes malades, les personnes qui sont juste pas bien à la vie, qui traversent des moments difficiles de crise existentielle. Aujourd'hui, en fait, je veux qu'elles sachent que j'ai traversé moi aussi des moments difficiles et que, au-delà des formations, des diplômes que j'ai passés, j'ai une histoire de vie qui me permet aussi de savoir de quoi je parle et comment je suis à même aussi de les accompagner et pourquoi j'ai créé cette méthode avec ces outils en totale adéquation avec des moments de vie qui sont clés et qui sont difficiles pour soi et par rapport aux autres, à la fois par l'amour et la culpabilité et à la fois par le rejet et le regard d'autrui en fait. Voilà. Et puis en fait, ce qu'il y a, c'est qu'avec des maladies comme le cancer, quand t'es guéri, t'es guéri. Mais il reste toujours des séquelles. Et moi, j'ai des séquelles invisibles que je suis en fractionne tous les jours, du matin au soir. Ils sont durs et qui, comme elles portent le nom, elles sont invisibles. Donc c'est pour ça aussi que juger autrui, quand on ne sait pas ce qu'il a vécu, et il faut vraiment toute proportion garder, avoir du recul, parce qu'on ne sait pas ce que la personne cache, ce qu'elle a subi et ce qu'elle vit encore aujourd'hui. Un handicap invisible, c'est terrible pour celui qui l'a eu, de par le regard des autres, en fonction de certaines réflexions qui peuvent être faites, si cette personne-là n'est pas blindée contre le regard d'autrui, et de par les douleurs physiques qui sont permanentes et qui font partie intégrante de notre vie. Donc moi, dans ma vie, au quotidien, du matin au soir, j'ai des séquelles invisibles avec lesquelles j'ai appris à vivre et que tu vas faut souffrir à la partie du visage, du cou qui a été irradié sur des zones vraiment de souffrance permanente. L'objet, c'est pas non plus de s'apitoyer sur le sujet, mais c'est de faire passer le message que des personnes comme moi aujourd'hui, qui ne sont pas mortes, qui sont bien en vie, et bien en fait, elles ont toujours avec elles ce rappel, cette cicatrice invisible qui pourtant est présente et fait souffrir. Voilà, donc avoir cette bienveillance, c'est en tout cas savoir que les personnes qui ont souffert d'une maladie n'en sortent jamais indemnes. Et je veux faire un plan justement par rapport à ça. Quand on me dit oui, tu as été malade, ça change, c'est presque waouh, félicitations, tu as été malade comme ça, toi. Et bien aujourd'hui, tu es une personne différente, tu es plus forte que la moyenne. J'ai envie de dire à ces personnes-là, fermez-la. Mais fermez-la! C'est tellement horrible et cruel de dire un truc pareil. Alors, peut-être que ceux qui ont vécu des cancers disent ça. Ok,
tant mieux pour eux s'ils le ressentent comme ça, mais moi je ressens pas ça. Moi je dis que si j'avais pu être madame tout le monde, sans être malade, sans avoir les séquelles physiques que j'ai aujourd'hui, mais en vrai, ben oui, j'aurais été tellement contente. Et que non, en fait, ça ne change pas, je maintiens mon discours. On ne change pas parce qu'on est malade, on est revenu parce qu'on découvre une facette de soi qui se révèle. Moi, si j'ai combattu, c'est parce que j'avais cette force en moi et qu'ensuite, je me suis donné la peine avec ce que j'avais à mon héros pour me battre contre la maladie. Mais à part ça, je suis toujours la même et celle que j'étais, je suis restée. Sauf que j'ai découvert une facette de celle que j'étais dans une situation de vie donnée que j'aurais pu ne pas avoir. Et moi, quand j'entends des trucs comme ça, j'ai envie de dire fermez la feu. Voilà. Vous savez pas de quoi vous parler. Et si vous l'avez subi, ben, ça reste votre ressenti. Mais c'est pas une généralité. En tout cas, moi, je m'occupe pas dans ce lot-là. Tu sais quoi, c'était vraiment ça que je voulais dire. Est-ce que je suis claire dans ce que j'ai dit là? Bah bien sûr. Ouais, ok.